Il a le physique d'un acteur qu'on imagine tout droit sorti d'un film de Bollywood des années 50. Pourtant, Satyajit Ray a toujours rejeté le cinéma commercial. Réalisateur, illustrateur, nouvelliste, il n'a cessé de défendre l'art et la culture bengali. Lui qui a grandi à Calcutta dans les années 20 s'est emparé dans ses films des questions sociales de son temps, de la fin de la domination britannique en Inde à la Révolution verte. Alors rejoignons sans plus tarder l'univers d'Apu, Bimala et Charulata. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour explorer l'économie selon Satyajit Ray, nous avons invité Eva Markovits, programmatrice et membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma, autrice de plusieurs articles sur Satyajit Ray, et Charlotte Thomas, politiste, chercheuse associée au sein du réseau Noria. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Milio, Tina Young et Mathilde Blanchon. Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'à Calcutta. Je ne pourrais envisager une seule seconde de vivre à Bombay et d'y travailler. Je perdrais toute mon énergie créatrice et je ne serais plus bon à rien. C'est difficile à expliquer. Comment dire? Je suis né là, j'y ai été élevé, mes amis sont nés là, j'y ai fait mon éducation. Tout ce que je sais, je l'ai appris ici et j'ai vécu ici toute ma vie. On ne peut pas mieux décrire ce qu'il en est. Satyajit Ray au micro du réalisateur Pierre-André Boutan en 1989. Bonjour Charlotte Thomas et Eva Markovits. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, comment présenter Satyajit Ray en quelques mots pour les auditeurs qui n'en auraient jamais entendu parler, Eva Markovits? Alors Satyajit Ray, c'est peut-être le grand cinéaste d'auteur indien du XXe siècle. Alors il faut tout de suite préciser bengali, puisque cette appartenance à ce territoire-là est très importante. Et donc, il a réalisé parmi les plus beaux films du cinéma d'auteur de ce pays-là, La Complainte du Sentier, Charulata, Le Salon de musique et bien d'autres. Il a réalisé des films entre 1955 et 91, donc jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est décédé en 92. Et ce qu'il faut aussi dire sur Satyajit Ray, qui est très important, c'était que c'était un artiste complet. Il n'était pas uniquement cinéaste, il était, comme vous l'avez mentionné, illustrateur, graphiste, compositeur, écrivain. Donc c'était vraiment la figure de l'artiste complet, tel que, on peut dire, l'héritier de la Renaissance bengali. Et il a obtenu une reconnaissance plus importante à l'étranger que dans son propre pays. Alors, il a une reconnaissance, une notoriété internationale très importante, d'abord surtout en Angleterre, et puis en France à partir des années 80, au moment où le salon de musique est ressorti en salle et passé à la télévision. Donc il y a eu une vraie redécouverte de son travail. Mais au Bengale, certains de ses films ont été des très grands succès, notamment ses films pour enfants, Les Aventures de Goupil et Baga. Mais aussi, paradoxalement, au Bengale, dans certains milieux, on le connaissait presque plus comme écrivain, comme auteur de romans et de nouvelles pour enfants, que comme cinéaste. On va voir comment son œuvre cinématographique explore la réalité sociale indienne, en particulier au Bengale, dont il est originaire. Mais d'abord, retraçons en quelques mots sa vie. Eva Markovits, il est né le 2 mai 1921 à Calcutta, dans une famille d'artistes de renom. Oui, tout à fait. Son grand-père et son père étaient des artistes très importants. Upendra Kishore Ray, son grand-père, était tout autant que comme lui, la figure de l'artiste complet, donc écrivain, illustrateur, philosophe, musicien. Il a créé donc une revue qui s'appelle Chandesh, que Satyajit Ray a repris dans les années 60. Son père, Sukumar Ray, était un écrivain très important qui était très dans la veine très fantaisiste de Lewis Carroll ou de Edward Lear. Donc c'est des figures comme ça très tutélaires qui ont été très importantes pour lui. Alors c'est des gens qu'il a à peine connus, il n'a pas connu son grand-père, et son père est mort quand il avait 2 ans, mais il a dit que tous ses talents étaient d'une certaine manière dans ses gènes depuis le départ. Et il appartient, Satyajit Ray, au milieu des Brahmos. Je ne sais pas si je le prononce bien. En quoi consiste ce mouvement né au 19e siècle? Alors le Brahmo Samaj, en fait, c'est un mouvement religieux qui est vraiment lié à la Renaissance bengali. Donc c'est un mouvement religieux qui a été créé par Rammohn Roy, qui a été appelé le père de l'Inde moderne, et qui a créé donc ce mouvement qui était une forme d'hindouisme épuré, monothéiste, et qui revenait aux textes anciens qui étaient les Upanishads, et qui était
très prisé par l'intelligentsia de Calcutta, parce que c'était un mouvement aussi qui était très cosmopolite, très progressiste, qui se prononçait pour le remariage des veuves, l'émancipation des femmes, qui rejetait le système des castes, et qui a débouché sur une forme d'anticolonialisme, même s'il y a un rapport complexe à cela, puisqu'il y avait quand même un accueil culturel de ce que l'Angleterre et l'Occident ont pu apporter à l'Inde. Ce mouvement de la Renaissance bengali s'inscrit aussi dans le contexte de la partition du Bengale en 1905, Charlotte Thomas. Alors, il le précède un petit peu parce qu'il naît dès la fin du 19e et sauf erreur, pardon, il finit à peu près vers les années 40 avec la mort de Tagore. Alors, je dois dire un truc sur ce mouvement de renaissance bengali, c'est que moi, comme vous avez mentionné, je suis politiste et sans du tout, enfin pour nuancer un petit peu, c'est-à-dire que le mouvement de renaissance bengali est un mouvement très culturel, intellectuel, littéraire, etc., mais qui, dans la mise en œuvre concrète d'idées politiques dans l'indépendance et d'actions concrètes, pardon, pas d'idées politiques, mais d'actions concrètes dans l'indépendance, est à mesurer, puisque justement, comme vous le disiez, enfin tu le disais, Eva, puisqu'on se tutoyait, il y a en fait, comme il y a une très forte proximité aussi avec l'éducation britannique, et que toute une partie aussi des lettrés, ou en tout cas des classes dominantes, pas castes, mais classes dominantes hindoues au Bengale, doivent aussi en fait leurs privilèges et leur situation socio-économique au colonialisme, il y a une ambivalence. Et toute proportion gardée, on peut peut-être aussi émettre l'hypothèse que c'est pour ça que ce mouvement n'a pas essaimé dans un registre complètement populaire et à même de capter une audience plus large que celle des lettrés et des Bengalis de classe et de caste, là pour le coup supérieure. Et qu'est-ce qui arrive au Bengale en 1905 ? En quoi est-ce que ça s'inscrit dans une politique impériale britannique visant à diviser, Charlotte Thomas ? Tout à fait. En fait, un petit point déjà sur la colonisation britannique, à la différence de celle française, elle est connue par son divide and rule. En gros, les Britanniques ayant conscience qu'ils ne seraient jamais assez nombreux pour administrer et organiser un territoire aussi grand que celui de l'Inde, ont mis en œuvre une politique de division de la population et se sont appuyés sur des minorités, qu'elles soient économiques ou ethno-religieuses, enfin je vais un peu vite, pour pouvoir en fait gouverner le pays. Donc en vers 1904, en fait ce qu'on appelle le Bengale à l'époque est un des plus grands États dans l'Inde coloniale, avec je crois 18 millions d'habitants, quelque chose, même plus, enfin bref, en tout cas le plus grand État colonial. Et pour en fait tuer dans l'œuf toute volonté de nationalisme, le Lord Curzon décide de scinder cet État du Bengale entre une partie hindoue, qui va être ce qui est aujourd'hui le Bengale occidental, et une partie musulmane qui est le futur Bangladesh. Avec la petite nuance qu'en fait, il y a des rapports de classe qui se font, puisque les propriétaires, enfin ceux qui lèvent l'impôt en gros sont hindous, et ceux qui travaillent la terre sont musulmans. Donc en fait, il faut toujours avoir en tête, surtout à notre époque, se garder d'une entrée strictement religieuse. Cette entrée religieuse, elle est aussi économique. Et il s'agit, en troisième ressort, de diviser des liens de pouvoir. Donc les Britanniques essayent de diviser ce territoire, et ça ne marchera pas, peut-être qu'on va y revenir, mais ça rentre en échec. Économie, vous avez prononcé le mot, c'est ce que Satyajit Ray décide d'étudier. Quand le temps vint pour moi de décider en quelle matière je devais me spécialiser, il y avait ce très bon ami de mon père qui était statisticien, le professeur Malanobis. Il m'a dit « Ah, tu étudies l'économie, parce que j'ai un magazine de statistiques appelé Sanka, et tu pourrais essayer de trouver un emploi là-bas pour 250 roupies par mois, ou quelque chose comme ça. » Je n'étais pas terriblement intéressé par l'économie, à vrai dire. Et je pense que mes 2 années d'études ont été plus ou moins une perte de temps. J'ai perdu l'intérêt dans les études, car ce n'était pas mon domaine. Je devais l'étudier, et j'ai réussi les examens, avec brio même. Mais l'économie n'était pas mon sujet. Eva Markovits, pourquoi Satyajit Ray s'est-il tourné vers l'économie et est-ce que cela aura ensuite une influence sur son œuvre ? Alors, je pense que c'est tout simplement quelque chose qu'il fallait faire, peut-être. Il fallait faire des études et c'était sûrement dans le milieu duquel il venait, c'était bien vu de faire des études d'économie. C'est assez surprenant, effectivement, vu la suite de sa carrière. Après, c'est des choses qui lui ont peut-être été utiles pour certains de ses films, hein, puisque notamment, je pense à la trilogie de Calcutta, qui sont des films qu'il avait fait dans les années 70, qui parlent beaucoup du monde du travail et de ce qui se passe à l'époque à Calcutta et de la situation politique. Peut-être que c'est des choses qui ont pu l'aider. Mais voilà, je pense que ça a été 2 ans et puis après, il est rapidement passé à autre chose. Oui, il interrompt ses études assez vite. Il va ensuite passer 2 années dans l'école d'art créée par le grand écrivain Tagore, prix Nobel de littérature. En quoi consiste cette formation, Eva Markovits ? C'est une école qui existe encore aujourd'hui, donc
donc l'école de Shantiniketan, qui se trouve juste à côté en tout cas pas loin de Calcutta, et qui est une école qui prêchait vraiment l'idée de l'apprentissage dans la nature, entouré des arbres, en rythme avec la nature, avec l'idée d'apprendre l'art, le dessin, l'art indien. Alors c'est vraiment là qu'il a découvert, lui, l'art indien, puisque c'est important à savoir, donc toujours dans cette continuité de l'idée de Renaissance bengali. L'idée de la Renaissance bengali, du coup, c'est que souvent ces figures-là étaient, comme lui l'a dit à propos de son grand-père, des figures qui étaient des rares combinaisons entre Orient et Occident. Et donc Ray, en fait, avant d'aller à Shantiniketan chez Tagore, connaît beaucoup mieux la musique occidentale, l'art occidental, Matisse, Cézanne, Bach, Beethoven, beaucoup mieux que l'art de son propre pays. Et c'est vraiment en allant chez Tagore à Shantiniketan qu'il découvre l'art indien, et c'est quelque chose qui va avoir énormément d'importance pour lui par la suite. Il va alors travailler plusieurs années dans une agence de publicité britannique et développer son travail de graphiste et d'illustrateur sur les traces de son père et de son grand-père. Il vit alors à Calcutta. C'est une ville où le cinéma se développe dans ces années 40, Eva Markovits. Oui, depuis le début, le cinéma est important à Calcutta. Et d'ailleurs, dès l'âge de 14-15 ans, c'est un cinéphile assidu. Il va très très souvent au cinéma. Il a fait quelques journaux intimes à cette période-là où on peut voir qu'il notait tous les jours ce qu'il allait voir. Il attribue des notes aux films qu'il a vus. Il a une appétence particulière pour le cinéma hollywoodien des années 40-50, aussi pour le cinéma européen, le cinéma russe, le cinéma français. Donc le cinéma à Calcutta est très important déjà à cette époque-là. Et il y a un film qui va changer sa vie. This theater has the rare honor of presenting as a coming attraction Jean Renoir's masterpiece, The River. Yeah, Buggy Boy, it's for you. We were 5 children, 4 girls and my brother Bogey, the only male among us females. Our family was very much like any other family. Still, I think living in India gave us a special flavor. Of course, in the family, we included Nan, our nurse, a few friends, our servants, and several pets. There was always chattering, laughter, piano music, songs. Time slipped away unnoticed. Nous parlons de l'économie selon Satyajit Ray sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho avec Charlotte Thomas et Eva Markovits. En 1949, Jean Renoir, le réalisateur de La Règle du jeu, vient à Calcutta pour tourner un film américain, The River, le fleuve en français, qui raconte la vie d'une famille d'expatriés britanniques au Bengale. C'est ainsi que Ray rencontre Renoir, Eva Markovits. Oui, tout à fait. Alors, il connaissait déjà ces films et donc, par le biais de plusieurs rencontres, il arrive à faire la rencontre de Jean Renoir. Et c'est une rencontre qui est effectivement totalement déterminante. Il a surtout aidé Renoir à faire des repérages pour ses films. Il n'a pas assisté tant que ça au tournage. Il a beaucoup discuté de cinéma avec lui, bien sûr. Renoir était quelqu'un de très généreux et très à l'écoute, il le raconte. Et l'a beaucoup encouragé à mener à bien son premier film, que sera La Complainte du Sentier. Et nous avons évoqué la partition du Bengale en 1905. Celle-ci suscite une vive opposition qui prend notamment la forme du Swadeshi. C'est important d'en parler puisque Satyajit Ray va ensuite s'en emparer dans ses films. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce mouvement qui prônait le boycott des produits britanniques? Alors déjà un petit mot, mais en fait la partition du Bengale, elle suscite pas c'est pour ça que j'ai introduit tout à l'heure la dimension économique. Elle suscite pas au début l'opposition des musulmans en fait, puisque eux s'y retrouvent quelque part, puisque l'idée c'est aussi de casser le pouvoir des hindous, des Bhadralok, des Mahajans, etc. Donc c'est plus nuancé en fait l'opposition. Après effectivement et de fait cette partition elle est remise en question parce qu'elle elle est rendue effective en 1905 et annulée en 1911. En 1911 donc on rétablit parce qu'en fait les Britanniques s'aperçoivent que c'est complètement contre-productif. Au lieu de casser le nationalisme, ça fait exploser donc par le biais du Swadeshi le nationalisme et en revanche c'est à ce moment
moment-là que les Britanniques décident de décaler la capitale de l'Empire colonial à New Delhi, c'est quand même très important pour ce que devient Calcutta en termes de rapport au pouvoir. Et ensuite, ce mouvement Swadeshi, donc essaime et devient beaucoup plus global. Je vais un peu vite, mais parce qu'il y a plein de dynamiques, mais il agrège aussi des musulmans. Je ne dis pas que les musulmans sont complètement contre. Je dis qu'il faut nuancer sur la partition du Bengale. Et donc, à partir des années 1910, en gros, le mouvement Swadeshi, qui est en fait l'auto-approvisionnement, le boycott des produits britanniques. Évidemment, Gandhi est une des figures de proue avec le tissage au khadi, donc le tissage de soi-même, des étoffes dont on a besoin, etc., pour en fait mettre en échec d'un point de vue économique et non violente la colonisation britannique. Et l'idée, c'est aussi de promouvoir l'industrie indienne. Tout à fait, c'est ça. Et en tout cas, de la promouvoir et de soustraire, en fait, parce que les Indes étaient un échelon, une étape, dans le processus économique britannique de production. Et donc, en fait, de rapatrier toute la production en Inde, c'est-à-dire pas uniquement d'être les matières premières. Le Swadeshi, qui est au cœur du roman de Tagore, La Maison et le Monde, qui est publié en 1916, qui sera ensuite adapté par Satyajit Ray. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce roman, Eva Markovits ? Oui, alors déjà, c'est un projet qu'il avait depuis la fin des années 40. Et pour plein de raisons, il décide de le mettre de côté. Et puis il le reprend et le film sortira en 84. C'est l'histoire de Nikhil, Bimala et Chandip. Donc Nikhil et Bimala sont mariés. Et à l'époque, donc les femmes étaient beaucoup, donc, d'où le titre du film, dans la maison. Et Nikhil est un personnage qui encourage plutôt sa femme à sortir voir le monde. Et à ce moment-là, son ami Chandip, qui lui est du côté du mouvement Swadeshi, revient dans leur vie ou arrive dans leur vie et va essayer d'inciter Bimala à rejoindre ce mouvement Swadeshi. Et par là même, il y a une séduction entre eux qui se met en place. Et donc, c'est l'histoire de ce trio sur fond de ces événements assez violents qui ont eu lieu. Alors là, le film, je crois, se situe plutôt aux alentours de 1907, donc 2 ans après la partition. Et donc, c'est cette trame-là qui donne son fondement à cette histoire d'amour. Et Sandip comme Nikhil sont indépendantistes, mais leurs méthodes diffèrent, Eva Markovits ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Nikhil, lui, n'est pas pour ce qu'il considère être les méthodes violentes du mouvement Swadeshi, tandis que Chandip, lui, est plutôt de ce côté-là. Et donc, ils vont s'affronter là-dessus. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Nikhil est le porte-parole à la fois de Tagore et de Ray. Charlotte Thomas. Et justement, parce que c'est vrai qu'en abordant Ray, il y a tout ce rapport plutôt pacifique, en fait, quelque part dans la lutte de l'indépendance, qu'elle soit donc contre la partition du Bengale dans un premier temps et la partition de l'Inde plus généralement. Mais il ne faut pas perdre de vue quand même que le Bengale et a fortiori l'Inde, il y a des mouvements pour l'indépendance beaucoup plus violents. Et par exemple, pour le Bengale, je pense à Sri Aurobindo, qui ensuite se réfugiera à Pondichéry. Il y a Subhash Chandra Bose, qui va ensuite se perdre en se faisant alliance avec l'Allemagne nazie, bref, au moment de l'invasion japonaise de la Birmanie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même avoir en tête que aussi le prisme de Satyajit Ray est un prisme aussi très particulier. Il y a d'autres tendances dans l'indépendance et que tout n'a pas... C'est comme les mouvements non violents de Gandhi. Il y a eu d'autres mouvements de l'indépendance et des luttes plus effectivement dans l'action. Allez, on écoute un extrait de La Maison et le Monde de Satyajit Ray qui sort donc au cinéma en 1984. Sandip agit pour le bien du pays. Il a du talent mais pas d'argent. Je suis honorée de pouvoir l'aider dans ses actions. Quand on parle bien du pays? Swadeshi, tu es au courant? Bien sûr, tout le monde parle du mouvement nationaliste. Boycotter les produits anglais, acheter indien, sel indien, sucre indien. Tu sais tout cela? Je lis les journaux. Au bout d'un certain temps, Nikhil se persuada que nos tentatives de faire revivre nos industries ne pourraient réussir tant que nous n'aurions pas une banque nationale. Il s'efforçait alors de m'enseigner l'économie politique. Cela n'aurait pas été un grand mal, mais il s'avisa aussi d'inculquer à ses concitoyens des idées d'épargne pour préparer les voies à une banque. Il en fonda même une petite, mais le taux élevé de l'intérêt qui avait attiré les dépôts des villageois enthousiasmés causa bientôt la ruine de la banque. La liste des charités de mon mari était longue.
Il secourait jusqu'à l'ultime fin quiconque se piquait d'inventer un nouveau métier à tisser, une nouvelle machine à écosser le riz. Mais ce qui me contrariait le plus, c'était tout l'argent que Sandip Babou tirait de lui, sous prétexte de travail pour la cause du Swadeshi. Dès qu'il lui prenait fantaisie de fonder un journal ou de voyager pour prêcher la cause, ou seulement de changer d'air sur la vie de son médecin, mon mari lui en fournissait les moyens sans discuter. Voilà, on a entendu un extrait du roman de Tagore. C'était la voix de Bimala. On voit bien cette difficulté de promouvoir cette industrie indienne. C'est vraiment un moment où il y a ce souhait nationaliste que l'Inde développe ses propres manufactures, Charlotte Thomas, mais avec toutes les difficultés que cela suppose. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, cet objectif... qui rentre dans la sphère économique, le premier objectif, il est politique. C'est pour en fait mettre l'Empire britannique en échec. Donc c'est pour ça que c'est un véritable enjeu. Après, effectivement, c'est pour ça que je temporise aussi. Enfin, là, d'un point de vue plus général, on dit souvent que la décolonisation britannique s'est très bien passée, tout aussi pacifique qu'elle a été. Effectivement, les Britanniques ont retiré un pied de façon assez pacifique. Le lendemain, il y a quand même le premier transfert de population de l'histoire de l'humanité avec 10 millions d'échanges de population, 1 million de morts, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une lutte de la décolonisation qui a été quand même beaucoup plus compliquée et beaucoup plus chaotique que ce qui pourrait y paraître, etc. Mais après, effectivement, l'idée était justement de s'émanciper par la non-violence et en mettant, encore une fois, je me répète, mais en échec l'Empire par des biais, par le prisme économique. La Maison et le Monde, que ce soit le roman ou le film, Eva Markovits illustre cette tension au début du XXe siècle qu'on a déjà évoquée entre identité bengali et culture occidentale. Oui, c'est un film qui montre vraiment cette tension qui était là à ce moment-là, et qui était quelque chose qui était très très présent. Et chez Ray, parfois on lui a reproché aussi, lui, d'avoir eu cette notoriété internationale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faisait des films qui lui ressemblaient et que ce mélange entre Occident et Orient en lui était absolument inhérent. Très sincère, vraiment, voilà, c'était quelque chose qui le constituait. Et d'ailleurs, c'est quand même quelqu'un aussi qui a beaucoup œuvré pour le développement d'un cinéma indien. D'ailleurs, il a écrit des textes là-dessus avant même d'être cinéaste, où il disait, il enrageait quand il voyait ce qui se faisait au cinéma à l'époque. Donc, disons, dans les années 40, il disait, il faut vraiment que l'Inde développe son propre style, et un style voilà, simple, que la narration revienne au centre, et qu'on regarde autour de soi et qu'on fasse des films sur ce qui se passe autour de soi. Charlotte Thomas. Mais à cet égard, justement, c'est paradoxal parce que j'ai lu parfois il y a des prises de position contre, enfin pas de gens forcément connus, mais des Indiens, des journalistes, pour préparer un peu l'émission, qui sont justement très critiques de ce cinéma parce qu'ils considèrent, eux, qu'en fait, c'était déjà faire alliance avec l'Occident, au sens politique du terme, et qu'en fait, c'est remettre en cause le cinéma indien parce que du coup, on dévoile le rapport à la chanson, aux chants qui sont importants dans les films indiens, le rapport au symbolisme au sens vraiment premier, etc. Et donc, c'est marrant comme il est tiré un peu des deux côtés, en fait. Le pauvre, il est accusé de tout un peu et son contraire. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse disjonction entre ce cinéma-là et le cinéma plus populaire. Vous avez rappelé, Charlotte Thomas, que l'indépendance de l'Inde en 1947 conduit à la partition du Bengale qui crée le Bangladesh. On peut dire que le Bengale a joué un rôle important dans la marche vers l'indépendance indienne ? Oui, alors pour préciser, en fait, en 1947, une partie du Bengale devient le Bengale oriental qui est rattaché, le Pakistan oriental, et c'est qu'en 1971 que ça devient le Bangladesh. C'est un peu compliqué, mais quand même, c'est important de le préciser. Et dans le Bengale, en fait, a joué mais comme on le disait, l'Inde, c'est vraiment j'aime pas trop, c'est un peu à l'emporte-pièce, mais une culture composite, etc. Donc chaque État apporte des choses, parce qu'on pourrait aussi bien parler du Cachemire que du Pendjab, de l'importance de tous ces États-là qui ont eu des trajectoires très particulières dans le mouvement de l'indépendance, mais chacune apportant quelque chose. Donc pour remettre à cet égard, le Bengale n'est pas plus majeur qu'un autre. En revanche, comme on l'a dit, comme il y a en fait à partir de la fin du 19e siècle, là tout un mouvement intellectuel qui permet aussi justement aux Occidentaux, entre guillemets, de s'intéresser aux intellectuels
intellectuels occidentaux à s'intéresser à ce qui se passe en Inde, etc. À cet égard, oui, évidemment, il a une importance particulière. Il y a aussi les badralogues, donc les gentlemen, qui sont des figures dans lesquelles les Occidentaux pouvaient se reconnaître un peu, je veux dire, donc tresser des ponts. Donc il faut voir cette importance-là, pas strictement politique et dans le combat du moment, mais plus largement dans ce qu'est représente l'Inde à l'extérieur. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী Le célèbre chanteur indien Kishore Kumar dans le film Charulata de Satyajit Ray de 1964. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'économie selon Satyajit Ray, c'est notre sujet aujourd'hui. La politiste Charlotte Thomas et la spécialiste du cinéma indien Eva Markovits sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Grégory Wallon. Alors on a parlé de l'importance du Bengale dans la marche vers l'indépendance indienne. Le Bengale, région de Satyajit Ray, a aussi vu apparaître un mouvement d'extrême gauche réclamant une meilleure répartition des terres agricoles. Il s'agit du mouvement naxalite. C'est l'un des premiers troubles de l'Inde post-indépendante, Charlotte Thomas. Premier trouble, oui, post-indépendance, parce qu'il y a quand même, comme je disais, les transferts de population de la partition. Et puis, ce mouvement paysan, en fait, il commence en 67 par une insurrection dans la ville de Naxalbari, donc au Bengale. Mais en fait, il y a une trajectoire là aussi historique de révolte paysanne, je crois dans les années 40 déjà, pas New Delhi, mais à Calcutta, justement. À Calcutta, où il y a des actions très révolutionnaires avec des échauffourées, des morts, etc., contre la police. Il y a une trajectoire là aussi parce que, comme je le disais, comme l'impôt était collecté par des amindari, donc qui était l'échelon en fait qui servait aux Britanniques, il y a donc une volonté d'être moins écrasé par les taxes. Et donc la révolte aussi de 67, elle commence aussi par en fait attaquer un propriétaire terrien pour en fait réclamer son dû. Après, pour faire très très vite, je sais pas si on revient après sur cette rébellion, mais pour aller très vite en fait, elle a été très réprimée. Alors en 2006, Manmohan Singh, le Premier ministre de l'époque, dit que c'est la première menace pour la sécurité intérieure du pays. Bon, par parenthèse, 2 ans après, il y a les attentats de Bombay, donc c'était pas complètement visionnaire, mais bref. Et ensuite, en fait, depuis les années 2010, il y a en 2008, je crois, il y a la création d'une milice milice civile pour mettre à mal la répression, mettre à mal les combattants maoïstes. Donc, en fait, il y a une répression très, très forte de l'État, que ce soit le BJP, le Parti du Congrès, tout parti confondu. Et aujourd'hui, la guérilla est notamment active au Madhya Pradesh, parce qu'en fait, elle est extrêmement réprimée et globalement, il n'y a pas un fort avenir. Mais comment expliquer la persistance de ce mouvement sur plus de 50 ans, Charlotte? Parce qu'elle s'est greffée sur différentes dynamiques. Au début, donc il y a contre les propriétaires terriens. Ensuite, il y a les moments de l'indépendance de redistribution un peu des pouvoirs pour aller très très vite. Et puis aujourd'hui, en fait, toutes ces zones où la guérilla est importante, notamment les zones tribales, ce sont des zones où en fait il y a beaucoup de ressources minières, etc. Donc en fait, les industries extractivistes sont extrêmement puissantes et en fait capturent les terres et les ressources des peuples tribaux qu'on appelle Adivasi.
bourgeoisie. C'est pour ça aussi qu'en face, comme que ce soit le parti du Congrès ou le parti du BJP sont alliés avec ces grands groupes industriels, la répression est très forte, toujours pour des dynamiques économiques, mais c'est pour ça qu'il perdure. Et est-ce que depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, la répression est encore plus forte à l'égard du mouvement naxalite? Alors, comme là, pour parler de l'époque vraiment récente, le Chhattisgarh, où elle est importante, est gouverné par le parti du Congrès, donc de très centre-gauche. Donc les adversaires de Narendra Modi. Voilà, globalement. Mais la trajectoire est la même, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse distinction, que ce soit le BJP ou le parti du Congrès, sur la répression de ce mouvement. Comme je vous disais, dès 2010, Manmohan Singh, qui est du parti du Congrès, disait déjà que le corridor rouge, et donc la zone en fait qui va qui est la partie où est active la guérilla, donc jusqu'en Andhra Pradesh, au centre du pays à peu près, était la menace première, et il mettait les moyens maximum dessus. Et comme je vous disais, surtout quelque chose d'assez quand même important dans un État démocratique, une milice populaire, quoi. Les Naxalites qui intéressent Satyajit Ray, il évoque le mouvement dans son film de 1971, L'adversaire, Eva Markovits. De quoi ça parle? Oui, alors en fait, c'est même le premier volet d'une trilogie. Alors, il l'avait pas forcément conçu comme ça, mais de fait, c'est devenu une trilogie. Donc, c'est 3 films, 70, 71 et 75, je crois. Donc, L'adversaire, Enfermé dans des limites et L'intermédiaire, qui sont 3 films qui suivent la trajectoire de l'homme moderne bengali, disons de Calcutta, à cette époque-là. C'est des films vraiment très contemporains. Et donc, il suit notamment, par exemple, dans le premier, dans L'adversaire, la recherche d'un travail par un jeune homme qui n'arrive pas à trouver du travail. Et donc, il raconte toute cette trajectoire-là. Et c'est des films qui contrastent beaucoup avec le reste de sa filmographie, parce que c'est peut-être ses films les plus ouvertement politiques. On a souvent reproché à Ray de ne pas être politique, ce qui n'est pas vrai. Alors, il n'est pas militant, contrairement à d'autres cinéastes qu'il était beaucoup plus ouvertement, quelqu'un comme Mrinal Sen, quelqu'un comme Ghatak, qui sont des cinéastes bengalis très importants, qui ont souvent été éclipsés par Satyajit Ray. Et donc là, vraiment, il prend à bras-le-corps ce qui se passe à ce moment-là, aussi parce qu'il le vit lui-même, en fait, tout simplement. Comment Calcutta se transforme, et le Calcutta qu'il a connu se transforme, et il est très perturbé par ce qui se passe. Je relisais un petit peu le livre de Andrew Robinson, qui est vraiment une somme sur Ray, et où il raconte vraiment à quel point, à un moment, il s'est senti tellement perturbé qu'il avait besoin de faire des films là-dessus. Donc c'est une petite partie de sa filmographie, mais c'est des films passionnants. Les Naxalites qui, dans les années 70, veulent imposer une réforme agraire par la force. Et vous nous disiez, en préparant cette émission, Eva Markovits, que la question de la violence politique intéresse Satyajit Ray. Oui, ça l'intéresse, parce qu'il était, encore une fois, il était témoin de ça. Même son fils, à un moment, a été menacé dans les années 70, parce qu'il était le fils de Satyajit Ray et que, justement, on lui reprochait de ne pas être assez engagé. Et donc, c'est quelque chose qui revient dans ses films, et notamment, surtout, dans cette trilogie-là, puisque, voilà, comme beaucoup de Bengalis de l'époque, il a été le témoin de beaucoup de violence, en fait, dans la ville à ce moment-là. La question de la pauvreté des campagnes apparaît aussi dans La complainte du sentier, film de 1955, et qui a été acclamé justement pour sa représentation réaliste de la vie rurale, Eva Markovits. Oui, alors c'est intéressant, parce que Satyajit Ray, lui, était un véritable citadin. Il a vraiment, comme on l'entend d'ailleurs dans le premier extrait que vous avez passé, il parle de Calcutta, du fait qu'il a grandi là-bas, il a jamais voulu quitter la ville. La ville était très importante pour lui, c'était une source d'inspiration, c'était un endroit où il avait besoin d'être pour faire ses films, écrire. Et c'est vraiment en allant donc à l'école de Tagore qu'il découvre un peu ce qu'est la nature, la campagne, les villages. Mais il raconte que pour préparer le film La complainte du sentier, il a eu besoin d'aller beaucoup faire des repérages, puisque c'était vraiment pas quelque chose qui lui était très familier. Alors après, il a beaucoup puisé aussi, évidemment, dans le roman qui a inspiré ce film, qui parle beaucoup de la vie du village et de cette vie rurale, mais il n'était pas lui-même du tout spécialiste de ça. Il l'a vraiment découvert en faisant le film. Le film qui se déroule donc effectivement dans un village rural du Bengale et qui suit la vie de la famille Roy. On en écoute un extrait.
Chakravarti me dit que vous déménagez à Bénarès. C'est vrai, nous partons demain à l'aube. Tu pars demain? Hariyar, êtes-vous sûr de faire la bonne chose? Ta famille a vécu ici pendant 3 générations. Les anciens du village sont toujours là. Vous auriez pu en discuter avec nous? Qu'est-ce que cela aurait changé? Regarde la maison. Je n'ai pas les moyens de la réparer. Peut-être qu'avec votre aide, j'aurais levé un peu d'argent. Mais combien de temps cela peut-il durer? Cela fait longtemps, presque 15 ans, et je n'ai toujours pas remboursé vos prêts. Peut-être que je peux payer en vendant quelques trucs. Tous mes projets n'ont rien donné. Je voulais être écrivain. Regarde mes textes, mangés par les vers. J'espérais éduquer mon garçon. Cela n'a rien donné. Et ma petite fille est partie. Au moins dans la ville, je peux m'en sortir en récitant des textes et en narrant des contes. Charlotte Thomas, lorsque Satyajit Ray tourne son film, donc dans les années 50, l'Inde est encore marquée par la famine de 1943 qui a particulièrement touché les campagnes. Oui, et alors en plus, cette famine, elle a été particulièrement importante. Elle est politique, hein. Il y a vraiment beaucoup de travaux là-dessus qui ont montré aujourd'hui que c'est vraiment Winston Churchill, et quand même sa responsabilité est très mise en cause parce que c'est dans le contexte. Alors il y a la Seconde Guerre mondiale, mais il faut avoir le prisme sud-asiatique. Là, en fait, on est avec la Birmanie et l'invasion japonaise. Et donc, en fait, d'une part, les récoltes ont été mal organisées, c'est-à-dire que l'Empire britannique continuait à exporter de l'Inde vers les autres territoires, alors qu'en fait, les Indiens n'étaient pas assez bien approvisionnés, mais il y avait les ressources suffisantes pour le faire. Et d'autre part, ça a été désorganisé pour alimenter le front. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une famine qui a beaucoup marqué, notamment les travaux ensuite d'Amartya Sen, qui est quand même le plus connu à avoir travaillé sur ça, parce qu'elle est politique et qu'elle a été organisée, et que l'idée est de montrer qu'en fait, ces famines ne sont pas des questions de manque de subsistance. Alors ensuite, se greffe une deuxième étape de la réflexion qui est sur la révolution verte. Donc là, l'idée, c'est d'introduire des semences notamment plus productives et notamment des OGM. D'un point de vue analytique, on est aujourd'hui un petit peu critique parce qu'en fait, c'est cette révolution verte qui, certes, en fait, a permis de nourrir toute la population indienne, modulo la distribution politique, en fait, le facteur politique dans tout cela. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la famine de 43 est politique. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, elle met les paysans indiens dans une telle dépendance à des semences, puisque le principe, c'est que vous achetez des semences que vous ne pouvez pas replanter, vous devez les racheter d'une année sur l'autre, d'une part, et d'autre part, elles nécessitent beaucoup d'intrants chimiques pour des cultures, parce que c'est des cultures peu résistantes aux aléas climatiques, etc. Donc en fait, aujourd'hui, c'est aussi la cause du suicide, parce que l'Inde est un pays où il y a énormément de suicides de paysans. Je ne sais pas si les auditeurs auditrices se souviennent, mais qu'au début de 2019, je crois, ça s'est arrêté juste avant le premier confinement, il y a quand même eu la plus grosse mobilisation presque de l'histoire des mouvements sociaux aux alentours de New Delhi, avec la capitale bloquée pendant 1 an par des paysans pour justement lutter contre les réformes de néolibéralisation du marché agricole. Donc, sur cette réforme agraire, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Les effets de cette révolution verte qui a été lancée dans les années 60 se font encore sentir. Effectivement, la production avait été multipliée par 4, mais ça avait creusé les inégalités sociales. C'est ça, et puis il faut remettre dans le contexte de l'époque, hein, du technosolutionnisme, avant que c'est un anachronisme pour l'époque, mais donc la foi en la technologie, etc. Il y a quand même, à un moment donné, Monsanto a voulu breveter la racine de curcuma, par exemple, vous voyez, pour aussi vendre des semences. Donc, aujourd'hui, on a une perspective beaucoup plus critique, et c'est aussi pour ça qu'il y a une volonté aussi de réintroduire des semences traditionnelles et paysannes, résistantes et locales, quoi. Je le disais, La complainte du sentier a été acclamée par la critique. Le film a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 1956, également le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et ce que Satyajit Ray met en scène, c'est une confrontation entre la ville et la campagne, même si en fait on ne voit jamais la ville, Eva Markowitz. Oui, dans La complainte du sentier, en fait, peut-être le seul moment où elle est vraiment évoquée, c'est une scène absolument magnifique qui est la séquence du train, où les 2 enfants, Apu et Durga, sont dans un champ, parce que tous les soirs, ils entendent le train qui siffle et ils décident un jour d'y aller. Et c'est ce fameux train qui amène à la ville et que Apu prendra bien plus tard dans le 3e volet de la trilogie, Le monde d'Apu, où il va
voilà, être étudiant à Calcutta et essayer de devenir écrivain, comme son père aurait voulu l'être lui-même. Apu, c'est le personnage central qu'on va suivre Voilà. tout au long de cette trilogie. Exactement, dans les 3 volets de la trilogie, de son enfance à l'âge adulte, à son mariage et à son avènement comme écrivain. Et donc, oui, cette tension entre ville et campagne, elle est dans cette trilogie, mais elle traverse souvent les films de Satyajit Ray, notamment un très beau film qu'on connaît peu en France qui s'appelle Des jours et des nuits dans la forêt, qui raconte l'histoire de 4 Bengalis de Calcutta qui viennent pour des vacances à la campagne et qui vont voilà, faire une expérience totale, à la fois très lyrique et en même temps très douloureuse. Et donc, notamment, il y a un personnage de femme tribale qui n'est pas quelque chose qu'on voyait souvent à l'époque au cinéma. C'est un film absolument magnifique. Et ce que l'on perçoit dans les films de Satyajit Ray, c'est que la ville de Calcutta, c'est la ville du rêve, c'est celle qui concentre à la fois les richesses, mais aussi la culture, les idées, Eva Markovits. Oui, alors c'est une des choses qui transparaît dans ces films, c'est la ville de la culture, la ville où on peut trouver un emploi, notamment par exemple dans La Grande Ville, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui va décider d'aller chercher du travail. Elle est femme au foyer, elle est mère au foyer, et puis puisque son mari n'arrive pas à subvenir aux besoins de toute la famille, elle va se décider à aller chercher un emploi. Après, justement, dans les films de la trilogie, là, on voit un autre Calcutta. On voit notamment ce qu'on appelle le load shedding à Calcutta, donc le moment où il y a des grosses coupures d'électricité qui peuvent durer parfois très très longtemps. Enfin, il montre aussi la violence, la dureté de cette ville. Voilà, c'est quelqu'un qui avait conscience voilà, du bon et du mauvais côté de cette grande ville qui est passionnante, mais qui est dur. Il y a un envers du décor. Alors, qu'est-ce qu'être un réalisateur bengali dans les années 50 ? Satyajit Ray répond à cette question dans un texte de 1958. Écoutez. Nous réalisons nos films en bengali. 15% seulement de la population totale de l'Inde comprend le bengali, ce qui ne facilite pas particulièrement notre marché. On a calculé que si un film bengali coûtait plus de 150 000 roupies, 100 000 francs, dans 9 cas sur 10, il ne rattraperait pas son prix de revient. Par contre, un film en hindi peut coûter 6 fois plus cher et avoir de bonnes chances de faire des bénéfices. Il n'est donc pas surprenant qu'au Bengale, les investissements de l'industrie cinématographique aient été prudents et limités, et que, au cours des 20 dernières années, il ne s'y soit pas passé grand-chose en fait d'aménagement technique. Les studios demeurent mal équipés, le travail de laboratoire mal organisé, tandis qu'un climat d'indigence générale règne encore dans les services de production. Ce que le Bengale a pu réaliser jusqu'à présent est davantage dû au savoir-faire et au travail des hommes qu'à l'emploi par des spécialistes d'une technique vraiment moderne. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et en ce moment même c'est le thème de Charulata que l'on peut entendre, très grand film de Satyajit Ray. C'était une lecture par Diane Devancé de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire ce texte, extrait des écrits sur le cinéma de Satyajit Ray, Eva Markovits? Oui, c'est intéressant sur le fait que Satyajit Ray était un cinéaste bengali et donc, par exemple, dans le reste de l'Inde, ces films étaient très peu connus puisque tout simplement, dans d'autres régions, on ne parle pas le bengali, on ne le comprend pas. Donc, il aurait fallu sous-titrer les films dans différentes langues. Voilà, comme Charlotte l'a dit, l'Inde est très composite, il y a plusieurs langues officielles, et puis beaucoup d'autres langues par ailleurs. C'est vraiment chaque région a sa culture, donc le cinéma bengali ne s'importait pas du tout dans le reste de l'Inde. Donc, c'était une économie par ailleurs dans laquelle il était difficile de faire les films, contrairement au cinéma populaire hindi de Bombay. Justement, quel était le regard de Satyajit Ray sur ce cinéma populaire de Bombay? Globalement, il s'est vraiment construit contre. Alors, il y a quelques cinéastes qu'il admirait, des gens comme Raj Kapoor, Guru Dutt, Raj Kapoor qui était une espèce de Charlie Chaplin du cinéma indien, qui a fait Awara, Ag, qui sont des très beaux films. Guru Dutt, qui a fait un film sublime qui s'appelle L'Assoiffé. C'était des gens qu'il admirait et qui, d'une certaine manière, eux, avaient réussi à concilier cinéma populaire et cinéma plus intime, plus personnel. Mais sinon, il était très, très critique de ce cinéma de formule qu'il trouvait ennuyeux, qu'il trouvait pas très intéressant. Il trouvait que notamment le rapport à la musique et à la danse était très...
voilà, très superficielle, alors que la musique et la danse ont une importance pour lui, mais il l'utilise de façon totalement différente dans ses films. Sachant qu'à cette époque, dans les années 50, le cinéma de Bollywood connaît un âge d'or, Charlotte Thomas. C'est vraiment un moment de fort développement pour ce cinéma. Oui, alors je suis pas spécialiste du cinéma indien, mais effectivement, et c'est surtout ce que ça m'évoquait, c'est ça, et je pense que c'est peut-être aussi, alors en dehors aussi du prisme de la langue, enfin de la barrière de la langue à l'intérieur, et je sais pas ce que t'en dire, mais on a l'impression parfois que en fait le cinéma c'est plus exporté en dehors de l'Inde que en fait en Inde, en dehors du Bengale, donc c'est quand même un peu un paradoxe, mais c'est surtout que c'est ça, enfin c'est un cinéma voilà qui explose en plus avec des énormes succès comme Mother India qui, si je dis pas de bêtises, retrace l'indépendance, mais je pense un des premiers Oscars du cinéma indien, il me semble, je crois. Donc avec des grands succès comme ça, mais il y a une telle disjonction pour moi entre ce cinéma-là et du coup le cinéma plus intellectuel et plus, j'allais dire bourgeois, mais c'est pas le bon terme parce qu'on est en contexte indien, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence, mais que du coup, je sais pas s'ils ils communiquent beaucoup entre eux, quoi. J'ai pas beaucoup l'impression qu'il y a d'énormes rapports et que effectivement, quand le cinéma populaire indien, enfin, les Indiens, ils vont au cinéma pour vraiment aller dans un divertissement, alors très codifié, hein. Il faut se méfier d'un prisme où c'est juste des chansons, etc. Les chansons, elles veulent dire quelque chose. Enfin, il y a des fois, il y a un prisme occidental un peu dépréciatif sur ces cinémas qui sont en fait très complexes. Mais modulo, le fait que les Indiens indiennes vont au cinéma pour se divertir de leur vie quotidienne. Donc en fait, c'est pas pour revivre la même chose au cinéma dans une salle noire que ce qu'ils vivent dans le quotidien. Donc effectivement, on voit où ces cinémas ont des difficultés à se rencontrer, je pense. Oui, Ray est vraiment un artiste à part, hein, on le comprend, Eva Markovits. Je voudrais juste rajouter quand même, parce que c'est très important, c'est que Ray, par contre, avait un regard très pragmatique sur le cinéma. Il a dit que le cinéma était l'art le commercial le plus noble qu'il soit. Donc, cette notion d'art commercial, elle est importante. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le rejet de ça. Il avait envie que les gens voient ses films. Il était toujours très content quand ses films étaient des succès. Et c'est quelqu'un qui pensait à son public. Et donc, on a encore aujourd'hui en France cette idée d'un cinéma très intellectuel, très austère. Alors, oui, certains de ces films le sont peut-être, c'est vrai, le salon de musique, etc. En même temps, c'est des films que les Français aiment beaucoup. Mais il y a aussi toute une partie de sa filmographie qu'on ne connaît pas et qu'il faut découvrir, qui sont ce que Charles Tesson, qui est un grand spécialiste de Satyajit Ray, a appelé les films Chandesh, qui sont des films, donc Chandesh, c'est le nom de cette revue qui avait été créée par son grand-père, que son père a continué à éditer et que lui a reprise dans les années 60, et qui est une revue pour enfants, pour laquelle il a écrit énormément, il a fait beaucoup d'illustrations. Donc à un moment, il avait cette espèce de double carrière, sa carrière de cinéaste et sa carrière d'éditeur, puisque c'était un mensuel, donc ça lui demandait énormément de travail et ça l'aidait à gagner sa croûte aussi. Et donc, c'est à partir des années 60, il a aussi fait des films beaucoup plus légers, des films pour... donc j'ai mentionné Les Aventures de Goupil et Baga, qui est un superbe film pour enfants, qui est l'adaptation d'une nouvelle de son grand-père. Il a fait des films policiers, il a fait des films... Voilà, il alternait entre des films, disons, un peu plus sérieux et des films plus légers. Et c'était vraiment important pour lui. Et donc, il faut aussi avoir en tête que chez Ray, on peut rire, qu'il y a un art du dialogue, un art de la langue, un art du comique qui est très important et qu'on ne connaît pas bien et qu'il faut découvrir. Puis vous parliez des Oscars qui récompensent les films de Bollywood, mais il a lui-même reçu un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière, l'année de sa mort, je crois. Tout à fait. Quelques mois avant de mourir, des mains de Audrey Hepburn. Lui, il était chez lui, malheureusement, mais en tout cas, il a pu assister à la cérémonie. Et donc oui, ça raconte évidemment la notoriété et le respect, notamment à Hollywood, que les gens avaient pour lui. Oui. Vous avez évoqué le salon de musique. Je voudrais qu'on évoque ce film pour finir, film de 1958. Qu'est-ce qu'il raconte, Eva Markovits? C'est vraiment le déclin d'un monde, celui de l'aristocratie indienne? Oui, c'est ça. En fait, c'est l'histoire d'un propriétaire terrien, donc un zamindar, qui est dans sa demeure et qui, en fait, n'a presque plus le sou et qui continue quand même à recevoir chez lui et à organiser de grandes fêtes ou des grands concerts de musique classique indienne. C'est un grand amateur de musique classique. Et puis, à un moment, le film opère un flashback où on comprend d'où vient la tragédie de la vie de cet homme, que je ne révélerai pas. Et donc, le film suit vraiment ce personnage
personnage tragique, et c'était ça qui intéressait beaucoup Ray dans ce film, c'est suivre cette trajectoire de cet homme et de la fin d'un monde qui va être remplacé par un nouveau monde dont on ne sait pas trop ce qu'il va amener. C'est une bourgeoisie affairiste qui est en train de monter en puissance, à laquelle fait face le personnage principal. C'est ça. Après, ce personnage-là est peut-être un petit peu caricatural, mais Ray, quand même, on sent une certaine ambivalence vis-à-vis aussi de ce personnage de Zamindar, c'est-à-dire il montre sa... Zamindar, c'est donc l'aristocrate. Donc le grand propriétaire terrien. Il montre sa grandeur passée, mais aussi d'une certaine manière un peu, c'est une figure de pathos. Donc il a quand même un regard assez ambivalent là-dessus. Dans un entretien, Satyajit Ray dira « Mon personnage ne comprend pas que le féodalisme s'écroule, que lui et sa classe vont être balayés. Je m'intéresse à toute une tradition en train de mourir. Cet homme qui croit à son devenir et à la permanence de sa culture est une figure pathétique. » Ça rejoint exactement ce que vous disiez, Eva Markovits. On peut dire que en cette fin des années 50, le système des castes est en effet en train de s'affaiblir, Charlotte Thomas ? Non, parce que là en fait, le zamindar en fait, c'est à la base celui qui sous l'empire moghol prélevait l'impôt mais était sous l'autorité de l'empereur moghol. Quand en gros le Bengale passe à la domination britannique, les Britanniques savent pas trop quoi faire des zamindars parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances locales et en fait ils leur donnent un pouvoir mais les zamindars ne sont plus assez contrôlés. Donc en gros l'histoire des zamindars, c'est que ils tombent dans l'indolence en fait, ils surveillent plus leurs terres, etc. Pour augmenter les revenus, ils augmentent juste les taxes mais sans se donner la peine de travailler les terres, donc sans rentrer dans l'intrigue du film, mais c'est ça le truc. En revanche, par rapport au cas, c'est pas qu'une question de caste, c'est une question aussi de classe, de propriétaires terriens et surtout de ceux qui levaient l'impôt, c'est ça qui est important, qui prélevaient les taxes. En revanche, les castes, elles sont aujourd'hui toujours extrêmement prévalentes. C'est comme ça que fonctionne la société indienne. Ce qui s'est passé au moment de l'indépendance, c'est que l'intouchabilité, donc en fait les intouchables, ce qu'on appelait intouchables, qu'aujourd'hui on appellera plus volontiers Dalits, ça veut dire les opprimés, mais c'est leur nom politique, leur nom de conscientisation. Ça, l'intouchabilité est remise en cause et surtout très combattue. Mais on voit encore aujourd'hui qu'elle existe, enfin c'est même pas un débat, puisque ce sont ces groupes de population-là qui vont faire, dont on entend parfois parler aux informations chez nous, parce que c'est les gens qui nettoient les latrines notamment et qui meurent dans les canalisations, etc. Mais Gandhi, par exemple, n'a jamais été contre les castes. Gandhi était contre l'intouchabilité, pas contre les castes, parce qu'il considérait que c'était une bonne organisation de la société. Mais c'est aussi pour ça que tous les combats politiques, les luttes politiques, etc., sont compliqués aussi à forger, puisqu'il faut faire des actions intercastes. Donc ça, pour répondre en un mot, non, les castes sont toujours très prévalentes en Inde et n'en déplaise aux Occidentaux, entre guillemets. La disparition du féodalisme n'est pas allée de pair avec l'affaiblissement du système des castes. Ce que l'on est en train d'entendre, c'est la bande originale du salon de musique. Vous disiez, Eva Markovits, que Satyajit Ray était aussi compositeur. Il a composé une grande partie des bandes originales de ses films. Oui, tout à fait. Il était, en fait, son premier amour, c'était la musique. Plus que le cinéma. Excusez-moi. Et dans les années 60, donc pour ses premiers films, il a fait appel à des compositeurs et des musiciens très connus, Ravi Shankar, Vilayat Khan. Mais il était toujours un peu frustré de la façon dont le travail se passait, puisque c'était des musiciens qui avaient l'habitude d'improviser, qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler sur des bandes originales de films. Et donc, il n'arrivait pas tout à fait à obtenir ce qu'il voulait. Et lui-même, en fait, s'est rendu compte qu'il était capable de ça. Et donc, à partir de 61, il a commencé à réaliser toutes les bandes originales de ses films et il le fera jusqu'au bout. Pour conclure, s'il ne fallait voir qu'un seul film de Satyajit Ray, lequel choisiriez-vous, Eva Markovits ? Alors moi, sans hésitation, Charulata. Que je trouve magnifique. Qui est vraiment le film dans lequel il s'intéresse à la condition des femmes. Oui, tout à fait. C'est dans plusieurs de ses films, et dans celui-là particulièrement, qui suit Charulata, qui est donc une femme qui est chez elle, qui est passionnée de littérature et qui, au contact de son beau-frère, va s'essayer à l'écriture et va même aller jusqu'à être publiée. Donc ça raconte vraiment l'émancipation de cette femme. Et c'est un film sublime à tous les niveaux. Et je pense que pour moi, c'est son film somme, vraiment. Merci beaucoup, Charlotte Thomas et Eva Markovits, de nous avoir accompagnés dans l'univers de Satyajit Ray tout au long de cette émission. Charlotte Thomas, je rappelle que vous êtes politiste, chercheuse associée au sein du réseau Noria. Eva Markovits, membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma et programmatrice. À noter, Eva Markovits, que vous allez publier prochainement un livre sur Satyajit Ray, artiste, avec Amandine d'Azevedo. Un grand merci à toutes les deux. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment, la chronique de la sociologue Dominique Méda.